1786 n'a apporté à Paris ni la peste, ni la famine, ni le sang de la Révolution. Elle a apporté quelque chose qui n'avait pas de nom dans les documents officiels de l'époque. Lors de la déclassification des registres de l'administration royale, une simple feuille de papier, sans titre, ni signature, fut découverte parmi d'autres documents. 23 mots en ancien français, écrits de la main de l'inspecteur Charles Axil Guillaumet. La traduction est brève. Ceux que nous avons trouvés dans le tunnel le 17 décembre ne sont plus comptés ni parmi les vivants, ni parmi les morts. Leurs corps n'étaient plus des corps. Le cimetière des Innocents a existé au cœur de Paris pendant près de 10 siècles. Durant cette période, environ 2 millions de corps y ont été inhumés. En 1785, le cimetière était depuis longtemps saturé. Des tombes étaient ouvertes pour de nouveaux corps avant l'heure, les cercueils se fissuraient sous la pression des tombes voisines, et les eaux souterraines transportaient les matières en décomposition dans les sous-sols des maisons voisines. Les autorités ont constaté des cas de gastro-entérite généralisés parmi les habitants du quartier, des lésions cutanées chez les enfants jouant près du mur sud du cimetière, et une odeur persistante dans un rayon de 200 toises, même par temps de gel. La commission de police de Paris a déclaré l'état de catastrophe sanitaire. La catastrophe sanitaire était un mensonge, ou, plus exactement, elle ne cachait que la partie émergée de l'iceberg. Dans la nuit du 3 février 1786, le mur sud du cimetière des Innocents s'effondra. Non pas à cause de la vétusté, non pas à cause de la pression du sol gelé, comme ils l'écriront plus tard dans la chronique de la ville. Des témoins oculaires, dont les témoignages ont été saisis dans les archives de la police et découverts par moi dans une cachette sous les fondations de l'aile nord du Louvre, décrivent ce qui suit. Quelques secondes avant l'effondrement, la lumière a percé sous la base du mur. Ni jaune, ni orange, ne ressemblant ni à la flamme d'une torche, ni à la phosphorescence des émanations de gaz des marais. Lumière noire. Cette expression est répétée dans 5 témoignages indépendants, recueillis auprès de personnes qui ne se connaissaient pas et qui ont témoigné dans différents commissariats. Le cordonnier Dupont, de la rue Saint-Denis, la décrivit comme une obscurité brûlante. Un moine d'une paroisse voisine employa l'expression latine « lux inversa », signifiant « lumière inversée ». Une lavandière, dont le nom est illisible dans le document, écrivit simplement « J'ai vu l'obscurité briller vers le haut ». Une colonne de cette lumière noire s'éleva d'un trou dans le sol, d'une hauteur estimée par des témoins oculaires entre 10 et 20 toises, et persista, selon divers témoignages, entre 3 et 6 secondes. Puis le mur s'effondra, et une partie du cimetière, d'une superficie d'environ 30 toises carrées, s'écroula dans le cratère ainsi formé. Il s'est effondré, emportant avec lui les tombes, les cercueils et plusieurs centaines de corps. Leur sépulture se trouvait au-dessus d'une cavité karstique, dont l'existence était inconnue de toutes les cartes. Les ouvriers arrivés à l'aube ont dénombré au moins 400 sépultures détruites. Aucun corps n'a été retrouvé dans le gouffre. Aucun. Pas un seul os. Un rapport de police daté du 4 février indique que les corps ont été engloutis par l'effondrement et ensevelis sous des tonnes de terre. Ce rapport était signé par l'inspecteur adjoint Moreau. L'inspecteur Guillaumet, quant à lui, a écrit une version différente ce jour-là. Son journal intime, retrouvé dans la même cachette sous le Louvre parmi des dessins occultes, contient l'entrée suivante. Ce n'est pas la terre qui les a pris. Quelque chose sous terre les a pris avec une force vitale. L'entonnoir n'a pas de fond que je puisse mesurer. La torche, jetée au sol, s'est éteinte avant d'atteindre 6 mètres, alors qu'elle brûle habituellement plus longtemps sans interférence. La nuit suivante, des bruits ont commencé à provenir des sous-sols des maisons voisines. Les habitants les ont décrits comme des chuchotements venant d'en bas, de sous le sol en pierre. Plusieurs voix s'élevèrent simultanément, indistinctes, sur un ton que plusieurs personnes décrivirent indépendamment comme un seul mot. Requête.
Le conseil municipal ordonna la mise en place d'un cordon de sécurité et l'interdiction d'approcher le cratère. Guillaumet fut autorisé à descendre. Il savait qu'il emmènerait les gardes avec lui. Il savait qu'ils ne reviendraient pas tous. Ses notes le confirment. Il est quand même tombé. Le 17 décembre 1786, à 5 heures du matin, un détachement de 12 gardes suisses, commandé par le sergent Claude Reiner, pénétra dans le tunnel technique sous la rue Saint-Denis. Guillaumet était le 13e. Chacun portait une torche, une gourde en cuir, suffisamment de poudre pour 2 heures de combat et une arme personnelle. Reiner transportait également 1 kilogramme de sel béni dans un sac huilé. Les documents officiels ne précisent pas d'où provenait ce sel béni. Guillaumet consigna ce fait dans son journal sans commentaire. Il se contenta de le souligner 2 fois. Pendant les 300 premières toises, le tunnel se comporta comme un passage souterrain parisien typique. Un plafond bas en pierre calcaire taillée, une odeur d'eau stagnante et une humidité qui s'imprégnait sur la peau et le tissu des uniformes. Les gardes estimaient la température à environ 8 degrés au-dessus de zéro. Guillaumet consigna l'heure et la distance dans un carnet à la lueur d'une lampe torche. Ces notes indiquent que le détachement parcourut les 60 premiers toises sans incident, si ce n'est une double odeur dans l'air dès le départ. Encens et putréfaction. Dans cet ordre. D'abord l'odeur épaisse et entêtante de l'encens d'église. Puis par-dessus, comme une seconde couche, l'odeur de décomposition, humide et sucrée. Guillaumet remarqua qu'aucun des gardes ne fit de commentaire à voix haute sur l'odeur. Ils la sentaient tous. Il le sut à la façon dont ils tenaient leurs armes. À environ 400 toises, la torche d'un soldat nommé Jean Fleury s'éteignit. Non pas à cause d'un courant d'air. Reiner consigna dans son bref rapport, qui fut par la suite scellé par le ministère de la Guerre et demeura non marqué dans les archives pendant près de 120 ans, que l'air était parfaitement immobile dans le tunnel à ce moment précis. Fleury approcha le silex, provoqua une étincelle, la mèche s'alluma, puis s'éteignit. Au 3e essai, la torche s'alluma, mais elle brûla de façon irrégulière, avec un léger crépitement, comme si quelque chose dans l'air empêchait la flamme de se maintenir. 7 minutes plus tard, la torche du 2e garde s'éteignit, puis celle du 3e. Toujours sans courant d'air. Toujours subitement. Toujours dans un silence complet, hormis le souffle des gens et le crissement des chaussures sur le sol de pierre, Guillaume nota la température. Selon son estimation subjective, elle baissa de 5 ou 6 degrés sur les 100 toises suivantes. La respiration devint perceptible. Il remarqua que la sensation de froid avait une direction. Elle venait d'en bas, de sous les rochers, et non des parois ou du plafond, comme c'est généralement le cas dans les grottes. Plusieurs gardes tressaillirent involontairement, comme des chevaux pris dans la tempête. Reiner leur ordonna de maintenir la formation et de garder le silence. Ils obéirent. Ils gardèrent le silence. L'odeur de putréfaction s'intensifia à mesure qu'ils approchaient du premier élargissement du tunnel, qui débouchait sur une cavité karstique naturelle d'une 15aine de brasses de diamètre. Là, les parois n'étaient plus de pierre nue. Des ossements jonchaient le sol. Non pliés par la main de l'homme, non placés dans des ossuaires destinés à être construits ultérieurement, mais simplement enchâssés dans le calcaire, comme s'ils avaient toujours été là, comme si la montagne s'était formée autour d'eux. Les tibias dépassaient des parois, selon des angles physiquement impossibles pour une inhumation ordinaire. Les crânes, orbites vers le bas, jaillissaient du plafond, alignés en rangées régulières, espacées d'environ 50 cm. Guillaumet en compta 37 sur la partie visible du plafond avant que la lumière de sa torche ne les atteigne plus. C'est là que l'un des gardes, dont le nom est remplacé dans les documents par l'initiale B, s'arrêta et resta immobile. Reiner donna l'ordre d'avancer. B ne bougea pas. Selon Guillaumet, le soldat avait les yeux ouverts et respirait, mais il fixait un point précis du mur où il n'y avait que de la pierre. Reiner lui toucha l'épaule. B se retourna, non pas comme quelqu'un qu'on avait appelé,
mais comme quelqu'un qu'on avait réveillé en pleine nuit. Son regard resta vide quelques secondes, puis s'éclaircit. B ne put expliquer ce qui s'était passé. Il dit seulement qu'il avait entendu quelque chose. Rainer leur ordonna de garder le silence jusqu'à ce qu'ils atteignent la surface. Ils poursuivirent leur route. Au centre de la cavité, les torches brûlaient plus régulièrement. Pendant quelques minutes, l'odeur d'encens domina celle de la pourriture. Guillaumet écrivit qu'il y vit un bon présage. À la ligne suivante, il barra cette phrase et écrivit par-dessus. Ce n'était pas de l'encens, c'était quelque chose qui sentait l'encens. Le tunnel au-delà de la cavité descendait en pente douce, formant un angle d'environ 20 degrés. La température continuait de baisser. À une profondeur que Guillaumet estima à 12 mètres sous la première entrée, les parois commencèrent à changer. Les structures osseuses du calcaire se densifièrent. Mais ce n'était pas seulement leur nombre qui importait. Elles bougeaient. Guillaumet n'était pas le premier à le remarquer. Il entendit le bruit avant de voir le mouvement. Un grincement sec et léger, comme des perles de bois qui s'entrechoquent, mais multipliées, provenant de tous les murs à la fois. Rainer leva la main, et l'escouade se leva. Les 12 gardes brandissaient leurs torches, et à leur lueur, la surface calcaire se dévoilait lentement, sans à-coups, ses contours se modifiant. Les ossements du mur bougeaient. Ils ne tombaient pas, ils ne s'effritaient pas. Ils se déplaçaient comme les chiffres d'un boulier, tournant autour de leurs propres axes, s'enfonçant plus profondément dans la pierre ou en faisant saillie d'1 pouce ou 2, prenant de nouvelles positions avec une précision que Guillaumet décrira plus tard dans son journal avec le seul mot approprié, délibéré. Il sortit un carnet et commença à dessiner ce qu'il voyait. C'était un réflexe professionnel, aiguisé par 20 ans de travail d'inspecteur. Sa main bougeait, tandis que son esprit tentait de comprendre ce qui se passait. Les crânes incrustés dans le mur orientaient leurs orbites l'une vers l'autre, puis dans des directions opposées, formant des configurations qui, malgré leur complexité, obéissaient à une symétrie parfaite. Les os longs, fémurs et humérus, étaient disposés en diagonale. Les côtes, arquées, se rejoignaient à leurs extrémités. Guillaumet réalisa 4 croquis, tandis que le détachement restait immobile. Ces croquis furent transmis plus tard à l'ordre secret, dont il sera question plus loin, et ils furent immédiatement reconnus. Il s'agissait de pentagrammes. Des similitudes de forme non pas approximatives ou fortuites. Des pentagrammes précis, tracés à l'aide d'os dans du calcaire, avec une rigueur géométrique que n'importe quel dessinateur de l'Académie royale des sciences lui envierait. Rainer fit signe de battre en retraite. Guillaumet l'arrêta. Il écrivit dans son journal qu'il avait pris cette décision non par courage, mais par lucidité. S'il partait maintenant, il partirait les mains vides, et sans comprendre ce qui se passait, aucune décision ne serait possible. Le détachement demeura. Les gardes se tenaient dos à dos, armes à la main, sans que personne ne sache contre quoi ils étaient censés s'en servir. Le grattement dans les murs se poursuivit. Son rythme changea. Au début, il était régulier, presque mécanique. Puis des pauses commencèrent à apparaître, de courtes pauses de 2 ou 3 secondes, après lesquelles le grincement reprenait avec plus d'intensité. Guillaume écrivit. C'est comme respirer. Le murmure commença sans prévenir. Il ne venait ni de l'extérieur, ni des profondeurs du tunnel, ni de derrière. Il venait des parois, de tous les murs à la fois, de chaque point du calcaire, simultanément, comme si la pierre elle-même avait acquis une voix, ou plutôt des voix, car il n'y en avait pas une ou 2. Guillaumet n'aurait pu donner un nombre exact. Il écrivit au moins 20, peut-être beaucoup plus. Elles parlent simultanément, mais pas en chœur. Chaque voix prononçait quelque chose de différent. Il ne reconnaissait pas la langue. Ni le français, ni le latin, ni l'allemand, qu'il parlait pourtant assez bien. Les sons ressemblaient à une langue. Ils avaient des intonations, des pauses, des accents, mais les mots, si c'en était, ne correspondaient à aucun système qu'il connaissait. Un des gardes,
Un jeune soldat du canton de Berne se mit à psalmodier une prière en allemand à voix basse. Le murmure provenant des murs ne s'estompa pas. Il avait changé. Une nouvelle strate était apparue, plus distincte que les précédentes. Guillaumet y distinguait des syllabes qui ressemblaient à de l'allemand. Il écrivit dans son journal qu'il avait l'impression que les murs faisaient écho aux soldats, non pas en l'imitant, mais en répondant dans le même langage, utilisant les mêmes sons pour quelque chose de totalement différent. C'est à ce moment précis que le soldat B, celui qui était figé dans la première cavité, tomba à genoux. Non pas sous le coup, non pas à cause de sa blessure. Il s'affaissa lentement, comme un homme dont les jambes l'avaient lâché, et fixa le sol de pierre devant lui. Rainer l'appela. B ne répondit pas. Il murmurait quelque chose, très bas, presque sans bruit, remuant les lèvres, et Guillaume, penché près de lui, ne distingua que quelques syllabes répétées. Ni français, ni allemand. Les mêmes qui venaient des murs. 2 gardes soulevèrent B par les bras et le traînèrent vers la sortie de la cavité. Il n'opposa aucune résistance, n'aida personne. Il continua de murmurer. Les 10 hommes restants s'enfoncèrent de 30 brasses supplémentaires. Le tunnel s'élargissait de nouveau à cet endroit, et Guillaume leva sa torche aussi haut qu'il le put pour éclairer le plafond. Il esquissa ce qu'il voyait sur une feuille de papier séparée, qu'il conservait dans un compartiment secret à l'écart de son journal, plié en 4 et scellé à la cire. Le dessin représente le plafond d'une grotte d'environ 3 mètres de haut, entièrement recouvert d'ossements agencés selon un motif unique et continu qui couvre toute la surface visible. Ce motif possède un centre. Au centre, il n'y a rien d'autre qu'un espace vide d'environ 1 mètre de diamètre, parfaitement circulaire, où le calcaire est exposé et propre. De ce cercle provenait l'odeur, ni d'encens, ni de pourriture. Guillaumet a écrit « chaleur », une chaleur sèche, comme du métal incandescent, et une odeur indescriptible, celle du sang brûlé. Le grincement dans les murs cessa. Un silence s'installa, seulement troublé par la respiration d'une dizaine de personnes. Puis, surgissant des ténèbres, d'une partie du tunnel inaccessible aux torches, un son se fit entendre. Un son unique, grave et lourd, comme celui d'une masse imposante posant un pas sur un sol de pierre. Rainer compta 4 secondes de silence après ce son. Il consigna cela dans son rapport avec une précision qui laissait supposer qu'il les comptait délibérément, se maintenant en alerte comme il le pouvait. À la 5e seconde, une odeur émergea des ténèbres. Différente de celle d'avant, ni la chaleur du sang brûlant, ni la douceur de la décomposition. C'était l'odeur de la terre humide, d'une tombe fraîchement ouverte, de calcaire mouillé. Et par-dessus tout cela, quelque chose que Guillaumet ne pouvait classifier que par une sensation physique. L'odeur lui appuyait sur la poitrine de l'intérieur, comme si ses poumons étaient soudainement devenus plus lourds que l'air qu'il respirait. Les torches ne s'éteignirent pas, elles se courbèrent. Les flammes des 10 torches se dirigèrent simultanément vers la sortie, comme si un puissant courant d'air remontait des profondeurs du tunnel, alors que l'air était immobile. Guillaumet remarqua aussitôt cette anomalie. Il écrivit « La flamme pointe dans la direction opposée à sa source. » Pas d'un courant d'air, d'autre chose, d'où le feu cherche à s'échapper. Le golem n'apparut pas immédiatement. D'abord, une partie émergea des ténèbres. Un bras gauche, si l'on peut appeler cela un bras. Le membre mesurait environ 2 pieds de diamètre à la base et était composé d'os humains fusionnés sans jointure apparente, comme s'ils avaient été soudés de l'intérieur. Les fémurs s'étendaient le long de l'axe longitudinal. Les petits os comblaient les espaces. Les crânes étaient situés au point nodaux, où le membre changeait de direction. Les orbites oculaires étant orientées vers l'extérieur. Le membre bougeait lentement et silencieusement, hormis un léger craquement au niveau des articulations où les os frottaient les uns contre les autres. Elle toucha la paroi du tunnel, et la paroi ne l'arrêta pas. Ses doigts, si l'on peut appeler ainsi ce qui se terminait par un membre, s'enfoncèrent de quelques centimètres dans le calcaire sans effort,
comme dans de l'argile molle, y laissant des empreintes que Guillaumet mesura plus tard lui-même. Puis la créature entière émergea des ténèbres. Guillaume estima sa hauteur à 22 pieds, bien qu'au fond du tunnel, elle ait été contrainte de se courber, et sa longueur réelle demeurait inconnue. Elle était entièrement composée d'os humains, sans le moindre fragment de chair, de peau ou de tissu d'aucune sorte. Il ne restait que l'os et la substance qui le maintenait ensemble. Guillaume décrivit cette substance, liant, avec la précision d'un homme habitué à rédiger des rapports judiciaires. Une substance sombre, de la consistance de résine durcie, noire, avec une teinte rougeâtre, là où la lumière de la torche la touchait. Elle ne coule pas, mais elle n'est pas solide non plus. Au gré des mouvements de la créature, la substance se déforme et reprend sa forme. Elle est vivante. Je ne trouve pas d'autre mot pour la décrire. Un feu brûlait à l'intérieur du golem, non pas en un seul endroit, mais réparti dans tout le corps, visible à travers les espaces entre les os, sous forme d'une lueur rouge-orangée pulsante. Ce n'était pas constant. Le bruit variait au rythme d'un battement que Guillaumet, après de longues hésitations, nota comme un battement de cœur, ajoutant entre parenthèses « s'il a un cœur ». Rainer ordonna de faire feu. Les 8 gardes restants, dont 2 avaient quitté la pièce avec B, tirèrent simultanément. La distance était d'environ 12 brasses. Il n'y eut aucun raté. Guillaume vit plusieurs balles traverser la poitrine du golem, brisant les os au point d'impact. Des éclats d'obus jonchèrent le tunnel. L'un d'eux frappa Guillaume à l'épaule, lui laissant une contusion qu'il mentionna en passant, la jugeant manifestement insignifiante comparée au reste. La créature s'immobilisa. Pendant 3 secondes, l'endroit resta immobile, et Guillaumet parvint à penser quelque chose qu'il raya plus tard de son journal, mais les traces de la rature demeuraient, indiquant que cela avait fonctionné. Puis les ossements commencèrent à reprendre leur place. Les fragments brisés, éparpillés sur le sol du tunnel, s'élevèrent dans les airs. Pas tous en même temps. Un à un, 2 à 2, lentement, comme tirés par un fil invisible de l'extérieur, ils rejoignirent les trous du corps du golem et s'y immobilisèrent, avec le même grincement sec que Guillaume avait déjà entendu dans les murs. La substance noire colmata les fissures. Au bout d'une 40aine de secondes, il ne restait plus aucune trace des dégâts. Le golem fit un pas en avant. Rainer ordonna une seconde salve. Guillaumet consigna le résultat dans son journal, impassible, d'un ton sec et bref. Effet identique au premier. 0. La créature accéléra. Non pas brusquement, non pas par à-coups, mais en douceur, comme une machine qui prend de la vitesse. Rainer donna l'ordre de battre en retraite. 7 hommes se précipitèrent vers la sortie. Le 8e, un garde nommé Antoine Morel, âgé de 23 ans et originaire de Genève, n'y parvint pas à temps. Le golem le recouvrit d'un seul mouvement, et Guillaume, se retournant en courant, vit ce qu'il décrirait plus tard en une seule phrase, sans détail, ce qui en soi est plus éloquent que n'importe quel détail. Morel entra vivant dans la créature. J'entendis sa voix pendant quelques secondes encore. Ils parcoururent 400 toises sans s'arrêter. Guillaumet comptait ses pas machinalement, comme il comptait tout ce qui pouvait l'être, car les chiffres lui permettaient de garder l'esprit alerte alors que tout le reste dans sa tête était devenu incertain. Le bruit derrière lui suivit. Ni le cliquetis, ni le grondement qui aurait accompagné le mouvement d'une créature pesant des centaines de kilos d'os et de pierre. Un grincement régulier et silencieux, comme si un immense mécanisme faisait tourner ses pièces en se déplaçant. Un son qui ne s'approchait ni ne s'éloignait. Il gardait ses distances. Guillaumet écrivit plus tard à ce sujet. Il ne nous a pas suivis. Il nous a accompagnés. À la sortie de la première cavité karstique, ils trouvèrent B. Il était assis sur le sol du tunnel, face à la paroi, le dos tourné à la direction de leur fuite. Les 2 gardes que Rainer avait envoyés avec lui gisaient inconscients non loin de là. Ils n'étaient pas morts. Guillaume vérifia leur pouls, qui était régulier et fort,
Ils étaient simplement inconscients, sans blessure apparente, sans trace de coups ni de lutte. B murmurait encore. On l'entendait maintenant plus clairement, et Guillaume, se penchant, parvint enfin à distinguer la structure de ses paroles. Ce n'étaient pas des sons aléatoires, c'étaient des noms. Des noms français, masculins et féminins, prononcés l'un après l'autre, sans interruption, d'une voix monotone et rapide, comme on égrène les grains d'un chapelet, non pour prier, mais pour compter. Guillaumet en nota 7, avant que Rainer n'exige un départ immédiat. Il vérifia ensuite ces 7 noms dans les registres du cimetière des Innocents. Tous les 7 étaient enterrés dans la partie qui s'était effondrée dans le gouffre la nuit du 3 février. Le bruit de grattement derrière lui s'arrêta net au bord de la cavité. Guillaumet se retourna. Dans l'obscurité du tunnel, rien n'était visible. Mais cette obscurité était anormale. Elle était plus dense que celle d'un couloir de calcaire éclairé par 6 torches, comme si quelque chose l'absorbait, sans la réfléchir, ni la laisser passer. Guillaume fixa cette obscurité pendant une dizaine de secondes. Alors debout, il écrivit dans son carnet. Ça attend. Ça sait qu'on reviendra. Ils partirent à 7h30 du matin. Sur les 13 personnes descendues, 12 en revinrent vivantes. Rainer rédigea immédiatement un rapport pour le ministère de la Guerre. Le même jour, Guillaumet adressa une lettre confidentielle au lieutenant-général de police Turlot de la Serraudière, dans laquelle il constatait 2 choses. Premièrement, les armes conventionnelles étaient inefficaces contre la créature. Deuxièmement, la créature ne quittait pas volontairement ses cavités souterraines. Du moins pas encore. À la fin de la lettre, il écrivit une phrase que Turlot de la Serraudière, à en juger par la note marginale, avait lue plusieurs fois. Si cet état de choses change, nous n'aurons pas le temps de nous préparer. L'examen médical des survivants a été effectué par un médecin de l'hôpital royal militaire, un certain Lefebvre, dont le nom n'est conservé dans les documents que sous forme d'initiales. Il a consigné ce qui suit. Les 7 gardes qui sont allés au-delà de la première cavité ont tous subi une baisse de leur température corporelle en dessous de la limite normale, qui a persisté pendant 4 à 6 heures après avoir atteint la surface. La peau des paumes de plusieurs personnes présentait de petites fissures caractéristiques de graves gelures, bien que la température dans le tunnel ne soit jamais descendue en dessous du seuil de gelure. 2 des derniers gardiens à quitter les lieux ont souffert de pertes auditives, caractérisées par un bruit de fond constant qu'ils ont décrit de la même manière. Un murmure inintelligible, provenant de l'intérieur de leur tête plutôt que de l'extérieur. Chez l'un d'eux, ce symptôme a disparu en 2 jours. L'état du second soldat persista jusqu'à la dernière inscription dans son journal médical, daté de 3 semaines après la descente. B fut hospitalisé séparément. Lefebvre l'examina 2 fois par jour pendant 2 semaines. Physiquement, le soldat était en bonne santé. Son pouls, sa respiration et ses réflexes étaient normaux. Il mangeait, buvait et dormait. Il ne cessait de murmurer des noms. Après 2 semaines d'observation, Lefebvre estima que la liste contenait au moins 300 noms. Tous, comme Guillaumet le constata plus tard après avoir consulté les registres, appartenaient à des personnes inhumées au cimetière des Innocents au cours des 2 derniers siècles. Le 15e jour, B se tut, se leva, demanda l'heure et réclama à manger. Il ne se souvenait de rien depuis l'instant où il s'était arrêté devant le mur de la première pièce. Cette amnésie dura exactement 15 jours. À ce moment-là, Guillaumet savait déjà que les méthodes habituelles ne pouvaient résoudre ce problème. Il l'avait su dès l'instant où il avait vu les balles, après avoir arraché des morceaux du golem, retourner tranquillement à leur position initiale. Mais savoir cela et avoir une solution de rechange étaient 2 choses différentes. L'alternative lui parvint d'elle-même, 6 jours après sa descente, sous la forme d'une lettre sans adresse d'expéditeur. Non pas par la poste, mais déposée directement sur son bureau, bien que la porte fût verrouillée et que les fenêtres donnèrent sur un mur nu. La lettre était écrite en latin. Elle contenait une seule phrase et une adresse de rendez-vous. La phrase disait « Nous savons ce qui se cache sous Paris,
et nous savons que vous l'avez déjà vu. L'adresse indiquée menait à une ruelle derrière l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, à une maison sans numéro, une porte en chêne noir sans heurtoir, ni poignée extérieure. Guillaumet arriva à l'heure convenue, à 10h du soir, le 23 décembre, seul, comme indiqué dans la lettre. La porte s'ouvrit de l'intérieur avant même qu'il ait pu frapper. 3 personnes se trouvaient à l'intérieur. Leurs noms ne figurent pas dans le journal. Guillaumet les désigne par leurs fonctions. L'archiviste, le médecin et le prêtre. Tous 3 étaient âgés et vêtus sans aucun insigne, sans décoration, sans vêtements sacerdotaux, sans insigne militaire. C'est cette absence d'insigne que Guillaumet remarqua en premier. Les personnes habituées au pouvoir s'en débarrassent rarement volontairement. La conversation dura environ 3 heures. Guillaumet raconta tout ce qu'il avait vu dans le tunnel, sans coupure ni interprétation, se contentant de relater les faits dans l'ordre chronologique. L'archiviste écoutait en silence, prenant des notes sur une feuille de papier séparée. Le médecin ne posa que des questions sur les symptômes physiques, la température corporelle, la nature des murmures de baie, des descriptions précises de la substance qui maintenait les os du golem. Le prêtre, lui, ne posa aucune question. Assis contre le mur, le regard fixé au sol, Guillaumet remarqua à plusieurs reprises qu'il remuait silencieusement les lèvres. Non pas comme B l'avait murmuré, autrement, avec intention. Lorsque Guillaumet eut terminé, l'archiviste retourna ses notes et prononça un discours que Guillaumet reconstitua plus tard de mémoire dans son journal, précisant qu'il en restituait le sens, et non les mots exacts. En substance, voici ce qu'il en disait. Ce qui se trouve sous Paris est connu de l'ordre sous le nom de Légion. Cette appellation n'est pas arbitraire. Elle apparaît dans des textes ecclésiastiques dès le IIIe siècle, désignant des entités qui représentent non pas un être unique, mais une multitude contenue dans une seule forme. Le golem que Guillaumet aperçut n'était qu'une incarnation possible de la Légion, une projection physique assemblée à partir de matériaux facilement disponibles. Or, ces matériaux ne manquaient pas sous Paris. L'ordre surveillait l'accumulation d'énergie morte au cimetière des Innocents depuis 40 ans. Il existait un seuil à partir duquel la concentration de cette énergie cessa d'être passive et commença à attirer des entités infernales de rang inférieur. Le cimetière franchit ce seuil vers 1770. L'ordre avertit les autorités municipales à 3 reprises. 2 fois par l'intermédiaire d'intermédiaires, 1 fois directement auprès de l'évêché. Les 3 appels restèrent sans réponse. La nuit du 3 février 1786 fut la conséquence de cette négligence. La concentration des troupes atteignit un point critique, la brèche s'ouvrit et la Légion entra. Guillaumet demanda si la brèche pouvait être refermée. L'archiviste répondit qu'elle ne pouvait pas l'être. Il l'expliqua sans métaphore, avec la même sécheresse que Guillaumet attendait des rapports médicaux. La faille vers la région infernale n'est pas une fissure physique dans la pierre, et ne peut donc pas être réparée par des moyens physiques, y compris l'explosion, l'effondrement et le remblayage. Tenter de faire sauter les tunnels ne fera qu'élargir la zone d'instabilité et accélérer l'infiltration. La Légion est actuellement retenue sous terre non par choix, mais par manque d'élan pour atteindre la surface. Elle prend cependant de l'élan. L'archiviste estima le délai avant sa libération non pas en années, mais en mois. Le guérisseur ne prit la parole qu'une seule fois de toute la soirée. Il affirma que le golem, aperçu par Guillaumet, n'était qu'une forme mineure, non pas parce que la Légion était faible, mais parce qu'elle n'avait pas encore atteint sa pleine puissance. Chaque corps qu'elle absorbe, chaque âme qu'elle incorpore, accroît sa densité et étend sa forme. Morel, le garde qui a pénétré vivant dans la créature, en fait déjà partie. L'ordre a recensé 7 incidents au cours des 11 derniers mois. 7 individus descendus dans les cachots pour diverses raisons, ouvriers, explorateurs et un prêtre, qui n'en sont jamais revenus. Chacun d'eux fait désormais partie de la masse de la Légion. Le médecin parla d'une voix monocorde, sans hésitation ni changement de ton,
tel un anatomiste énumérant les organes lors d'une autopsie. Puis le prêtre prit la parole. Pour la première et la dernière fois de la soirée, il releva la tête et déclara qu'il n'y avait qu'une seule solution. Non pas détruire la Légion, car la destruction était impossible. Il fallait la sceller. Repoussez-le dans la faille et érigez au-dessus de lui une barrière d'une telle densité qu'aucune incarnation infernale ne puisse la franchir. Une telle barrière requiert un matériau particulier, les ossements de personnes décédées en état de grâce, dûment consacrés et disposés selon des configurations géométriques strictement définies tout autour du périmètre des cavités souterraines. Les configurations doivent former une chaîne continue de runes protectrices, englobant tout le volume spatial au-dessus de la faille. Une rupture, même minime, dans la chaîne invalidera le système entier. Guillaume demanda combien d'os serait nécessaire. L'archiviste leva les yeux de ses dossiers retournés et répondit : tout ce qui se trouve dans les cimetières de Paris, absolument tout. Guillaumet rentra chez lui peu après 1h du matin. Il n'alluma pas de bougie. Il resta assis dans l'obscurité de son bureau rue Saint-Honoré, fixant le mur d'en face jusqu'à l'aube. Ceci ne provient pas de son journal intime. La page en question a été arrachée. Cela découle du témoignage de sa gouvernante, interrogée bien plus tard par l'ordre et dont le témoignage est conservé dans un dossier d'archives distinct. Elle a déclaré que l'inspecteur ne s'était ni couché, ni nourri, ni n'avait répondu à ses coups à la porte cette nuit-là. Le matin, elle trouva sur son bureau des feuilles de papier griffonnées et un encrier renversé. La tache d'encre sur le bois était impossible à enlever. Les feuilles griffonnées contenaient un plan. Guillaumet fit avec les moyens du bord. En tant qu'inspecteur de la police parisienne, il avait accès aux registres de la ville, aux plans cadastraux des cavités souterraines et aux ressources administratives suffisantes pour organiser des travaux d'excavation à grande échelle. Ayant personnellement été témoin des agissements de la Légion, il possédait quelque chose d'encore plus précieux, la conviction que tout retard était impossible. Son plan comportait 3 volets. Première étape, obtenir l'autorisation officielle de transférer les dépouilles des cimetières parisiens Paris-Yeuplé vers des galeries souterraines, en justifiant ce transfert par une nécessité sanitaire. Deuxièmement, organiser le travail de manière à ce que les os ne soient pas disposés au hasard, mais en stricte conformité avec les modèles géométriques élaborés conjointement avec la commande. Troisièmement, mener l'ensemble du processus sous la bénédiction continue de l'Église, transformant chaque os déposé en un élément d'une barrière magique. Il reçut l'autorisation officielle en 2 semaines. L'argument sanitaire était irréprochable. Les cimetières parisiens représentaient un véritable danger pour la santé publique, un fait reconnu de tous, des médecins de la ville aux riverains. Le lieutenant général de police signa le décret sans objection. Le décret évoquait le transfert des restes dans des galeries souterraines afin de garantir la sécurité sanitaire de la ville. Pas un mot sur des schémas géométriques. Pas un mot sur la consécration. Pas un mot sur la Légion. Guillaumet avait compilé des documents pendant 20 ans et savait comment rendre la vérité invisible sans recourir au mensonge. Il reçut les schémas de l'ordre lors de la 3e réunion, qui eut lieu dans la même maison à la Porte Noire, début janvier 1787. L'archiviste lui tendit 7 feuilles de papier épais, couvertes de dessins si précis que Guillaumet les prit d'abord pour l'œuvre d'un cartographe professionnel. Puis, il en examina les détails. Les schémas étaient des vues scannées de galeries souterraines, sur lesquelles étaient superposées des figures géométriques. Pentagrammes, cercles concentriques, rayons radiaux reliant des points nodaux. À chaque point nodal se trouvait un symbole que le prêtre déchiffrait sur une feuille séparée, indiquant ainsi le type d'os et son orientation dans la maçonnerie. Les crânes, à certains endroits, devaient être orientés strictement dans une direction donnée. Les os longs étaient disposés selon des angles précis par rapport à l'horizontale. Même une légère erreur de quelques degrés au niveau des nœuds clés rendait inutilisable toute la section concernée du diagramme.
Guillaumet engagea un géomètre. Ce dernier fut chargé de traduire les diagrammes de l'ordre en instructions pratiques pour les ouvriers, sans savoir précisément ce qu'il traduisait. On lui a expliqué que le projet concernait la décoration des galeries souterraines, conformément aux souhaits des autorités ecclésiastiques. Le géomètre était un professionnel et n'a posé aucune question superflue. Il travailla pendant 2 semaines et réalisa un jeu de plans d'exécution, permettant à n'importe quel maçon d'agencer les os dans l'ordre souhaité, sans en comprendre le sens. Parallèlement, Guillaumet s'attelait à la question de la consécration. Le prêtre de l'ordre fut franc. Une simple bénédiction paroissiale ne suffisait pas. Un rituel continu était nécessaire pour accompagner la mise en place de chaque os tout au long des travaux. Cela impliquait la présence de prêtres dans les galeries souterraines 24 heures sur 24, par roulement, pendant toute la durée du chantier, que Guillaumet estimait à au moins plusieurs mois. Cela nécessitait la participation de la hiérarchie ecclésiastique à un niveau nettement supérieur à celui de la paroisse. Il s'agissait donc d'un entretien avec l'archevêque de Paris. L'audience eut lieu à la mi-janvier. Guillaume entra dans le palais de l'archevêque avec 2 choses. Le décret officiel ordonnant le transfert des restes et ses croquis personnels du tunnel. Ces 4 mêmes feuilles de papier, réalisées à la lueur des torches alors que le détachement restait immobile devant les ossements qui bougeaient dans les murs. Il présenta les croquis à l'archevêque sans préambule et lui laissa le temps de les examiner. Puis il étendit le reste. L'archevêque ne l'interrompit pas. Lorsque Guillaumet eut terminé, il resta longtemps silencieux, contemplant les croquis. Il prononça alors une phrase que Guillaumet nota textuellement, faisant exception à la règle du discours indirect, car il jugeait la précision de ses propos essentielle. Je savais que cela viendrait. Je ne savais simplement ni quand, ni d'où. L'autorisation pour l'Église de participer à l'œuvre fut accordée le jour même. L'archevêque s'est personnellement chargé d'organiser le clergé pour les transferts clandestins et de bénir l'ensemble du processus de transfert des dépouilles. Il a également informé Guillaumet d'un point que l'ordre n'avait pas mentionné. Dans les archives de l'Église, on a trouvé un texte daté de 1312. Une brève description d'un événement similaire survenu dans une ville du nord de la France, dont le nom était illisible. Dans ce cas précis, la tentative de réconciliation est arrivée trop tard. La ville cessa d'exister du jour au lendemain. L'histoire officielle l'attribua à une épidémie. Guillaumet consigna cela dans son journal et le souligna. Puis il inscrivit en dessous la date du début des travaux. Restait une question cruciale. Comment conduire les ouvriers dans les cachots, où la Légion avait déjà commencé ses recherches, sans tous les perdre avant la pose de la première pierre. Le premier détachement d'ouvriers descendit sous terre dans la nuit du 7 au 8 avril 1787. Guillaume a délibérément choisi la nuit. Pendant la journée, les curieux se pressaient autour des guichets d'entrée dans les ruelles, et la publicité était la dernière chose dont on avait besoin au stade initial. Le détachement était composé de 24 hommes, 8 maçons, 8 terrassiers, 4 porteurs, 2 géomètres munis de plans d'exécution et 2 ecclésiastiques choisis personnellement par l'archevêque. Les prêtres partirent en premier. Chacun portait un encensoir, un livre de prière et une réserve d'eau bénite dans une fiole en fer blanc. Les ouvriers suivaient, formant un groupe compact, sans se disperser. Guillaume fermait la marche. Il s'entretint individuellement avec chaque ouvrier avant la descente. Non pas concernant le véritable but des travaux. Seul lui-même, 2 géomètres et les 2 prêtres le savaient. On a expliqué aux ouvriers que les galeries souterraines nécessitaient un renforcement spécial sur ordre des autorités municipales et que les matériaux de construction utilisés pour la pose des poutres avaient été choisis par les architectes de l'église pour leur solidité. Cette explication était absurde, et Guillaumet le savait. Mais il savait aussi que ceux qui allaient devoir s'aventurer dans les ténèbres et travailler avec des restes humains n'avaient pas besoin de la vérité, mais d'une explication suffisamment convaincante pour les soutenir. Les 3 premières heures se déroulèrent sans incident. Les ouvriers atteignirent la première zone de travail indiquée sur les plans et commencèrent à poser les pierres. Les géomètres vérifièrent les angles et l'orientation de chaque crâne à l'aide de rapporteurs, que les ouvriers prirent
pour des outils de construction ordinaires. Les prêtres récitaient le rite sans interruption, à tour de rôle, de sorte que la prière ne s'arrêtait jamais une minute. Pendant les 3 premières heures, les ossements des murs restèrent immobiles. Aucun murmure ne se fit entendre. La température demeura stable. Guillaumet prit note dans son carnet. La présence des prêtres et la consécration avaient apparemment créé une zone de protection localisée. À la 4e heure, une torche s'éteignit, puis une 2e, puis une 3e. Guillaumet savait déjà ce que cela signifiait, et donna l'ordre de resserrer le cercle autour des sources lumineuses restantes avant que les ouvriers ne s'inquiètent. Les prêtres intensifièrent leurs prières. De l'eau bénite fut versée en un mince filet continu le long du périmètre de la zone de travail. Pendant quelques minutes, cela a fonctionné. Les torches éteintes se sont rallumées et la température n'a pas baissé. Mais Guillaumet ressentit ce qu'il décrivit plus tard comme une pression. Non pas physique, ni sur sa peau ni sur ses tympans, mais une pression interne, comme si le volume de son cerveau était soudainement devenu légèrement supérieur à celui de sa boîte crânienne. Plusieurs ouvriers ressentirent la même chose. Il le vit sur leur visage. Le regard fixe, le clignement lent des yeux, ce type d'immobilité caractéristique qu'il avait déjà observé chez B. Il conduisit immédiatement 3 d'entre eux à l'étage, sans expliquer les raisons, ordonnant simplement au géomètre de les escorter jusqu'à la sortie. L'un des 3 tenta de faire demi-tour et de retourner dans les profondeurs. Le géomètre le saisit par l'épaule. Il n'opposa aucune résistance physique, mais répéta la même phrase 4 fois avant qu'il n'atteigne la sortie. Le géomètre la nota de mémoire. Les miens sont encore là-bas. Les 18 hommes restants poursuivirent leur travail. Au matin, la première section du diagramme était achevée au tiers. Guillaumet examina les ossements disposés à la lumière d'une lampe torche et les compara au dessin. La géométrie correspondait avec une précision qu'il jugeait suffisante. Il fit alors quelque chose qui n'était pas prévu au départ. Il prit l'un des crânes destinés à la section suivante et posa la paume de sa main dessus. Il ne put expliquer son geste. Dans son journal, il nota seulement le résultat. L'os est chaud. Pas comme une pierre qui aurait dégagé la chaleur de votre main. Comme un os vivant. Ils sont sortis à 6h30 du matin. Durant les 2 jours suivants, Guillaumet a mis en place un système de rotation permanent. 3 équipes de 8 heures, 6 heures maximum sous terre pour chaque travailleur, sans exception, et un examen médical obligatoire à la sortie. Un médecin de l'ordre, qu'il avait recruté sous l'identité d'un médecin de la ville, examinait chaque personne repartant en se basant sur la même liste de symptômes. Température corporelle, réactivité pupillaire à la lumière, capacité à prononcer son nom et la date du jour. Ce dernier point s'avéra le plus révélateur. Durant les 2 premières semaines de travail, 4 ouvriers se sont avérés incapables d'indiquer la date du jour en quittant leur poste. L'un d'eux a répondu 1743. Tous les 4 ont été suspendus et n'ont pas été autorisés à revenir. Le 12e jour de travaux, la première rencontre directe avec la Légion eut lieu hors du tracé initial. Une équipe travaillant dans la branche est de la galerie entendit un bruit de grattement provenant d'un passage latéral qui, d'après le plan, était censé être vide. Le chef d'équipe, un maçon expérimenté nommé Gérard Fabre, envoya 2 personnes jeter un coup d'œil. L'une revint 3 minutes plus tard. L'autre ne revint jamais. Le travailleur de retour a signalé à son superviseur que le passage latéral était plongé dans l'obscurité totale et qu'un bruit, provenant des ténèbres, ressemblait à celui de nombreuses dents rongeant une pierre. Il a également indiqué que son collègue était entré dans l'obscurité et ne répondait plus à son nom. Guillaumet en fut informé 2 heures plus tard. Il descendit lui-même et inspecta le passage latéral. Il n'y avait rien d'autre qu'un tunnel vide et l'odeur familière du sang brûlé. Des empreintes de pas restaient dans la poussière sur le sol du passage. Des empreintes qui allaient et venaient. Il n'y avait aucune issue. Guillaumet passa la nuit dans la galerie.
Non par courage ni par désespoir, mais pour la même raison qu'un chirurgien reste à la table d'opération lorsqu'un patient est en train de mourir. Partir signifierait perdre la maîtrise du processus. Il était assis près de la partie de maçonnerie achevée, à la lueur de 2 torches, contemplant les ossements disposés. Le tracé du premier secteur était achevé aux 2/3. À la lueur des torches, la géométrie des pentagrammes était parfaitement visible. Des crânes aux nœuds, des os longs le long des lignes radiales et de petits os remplissant les espaces entre eux avec une précision qui avait nécessité 2 semaines de travail par 24 personnes se relayant. Guillaumet regarda cela et pensa à une seule chose. 3 personnes disparues en 2 semaines. Morel, de la première descente, l'ouvrier anonyme du passage oriental, et un autre qui avait disparu 3 jours plus tôt dans des circonstances que le chef d'équipe qualifia de soudaines. Il était là, s'est retourné et avait disparu. 3 hommes, et les travaux avaient à peine commencé. 3 heures après le début du quart de nuit, les ossements de la partie inachevée de la maçonnerie commencèrent à bouger. Pas tous, seulement ceux qui se trouvaient hors du périmètre consacré, au-delà du niveau d'eau que les prêtres renouvelaient toutes les 2 heures. Les ossements, déjà disposés selon le schéma et consacrés, restèrent immobiles. Guillaumet consigna aussitôt cette observation dans son carnet, en gros caractères, et la souligna 2 fois. La consécration fonctionne. La barrière tient là où le schéma est complet. C'était la première confirmation directe que le plan de l'ordre fonctionnait, et Guillaumet se permit de le noter sans hésitation. Les ossements inachevés formaient les mêmes configurations qu'il avait déjà aperçues sur les parois du tunnel lors de sa première descente. Des pentagrammes, mais pas ceux prescrits par le schéma de l'ordre. Des pentagrammes inversés. Guillaumet ne s'en rendit pas compte tout de suite, mais en examinant le dessin à la lumière et en le comparant, il constata que Légion avait créé un contre-diagramme. La même géométrie, les mêmes points nodaux, mais avec les éléments clés orientés dans la direction opposée. Les crânes étaient tournés dans la mauvaise direction. Les longs os étaient inclinés, reflétant la disposition de l'ordre comme dans un miroir. Il la contempla quelques minutes, puis écrivit dans son journal. Elle comprend ce que nous construisons. Elle essaie de construire le contraire. Le matin, il réunit tous ceux qui connaissaient le véritable but des travaux. 2 géomètres, 2 prêtres réguliers et le médecin de l'ordre. La conversation fut brève. Guillaumet exposa ses observations sur le contre-projet et posa une question. « Cela change-t-il le plan ?» Le médecin répondit le premier. Il a répondu que non, rien ne changeait, mais que les délais nécessaires étaient accélérés. Si la Légion était capable de mettre en place des contre-mesures dans les zones non couvertes, cela signifiait que chaque zone non couverte constituait non seulement une vulnérabilité, mais aussi une contre-mesure active. Il fallait donc accélérer le travail et le mener sans interruption. Le prêtre, qui était resté silencieux pendant que le guérisseur parlait, ajouta quelque chose que Guillaume avait noté séparément sur une feuille blanche glissée entre les pages du journal. Il ne s'agit pas seulement de construire un contre-bouclier. Il s'agit de construire une clé. Si le contre-circuit se ferme avant le nôtre, la barrière ne se contentera pas de céder. La faille s'élargira. Guillaumet doubla les équipes. Désormais, 2 équipes travaillaient simultanément dans les galeries au lieu d'une seule, chacune encadrée par 2 prêtres. Un médecin de l'ordre descendait personnellement 2 fois par jour pour examiner les ouvriers directement sous terre, sans attendre leur remontée. Guillaumet instaura une nouvelle règle. Tout ouvrier qui s'arrêtait sans ordre pendant plus de 30 secondes serait immédiatement conduit à l'étage sans explication. La règle paraissait arbitraire. Au cours des 10 jours suivants, estima-t-il, elle sauva au moins 7 hommes de l'état dans lequel B était tombé. Les disparitions se poursuivirent néanmoins. Pas quotidiennement, certes, mais avec une régularité suffisante pour que Guillaumet tienne un registre séparé. À la fin de la 4e semaine de travail, la liste des personnes disparues comptait 8 noms. Toutes les disparitions suivaient le même schéma.
Une personne se trouvait à un endroit où le périmètre sacré présentait une brèche, même de quelques centimètres seulement, et cessait de répondre. Aucun son, aucun signe de lutte. Elle disparaissait tout simplement, comme coupée de l'espace. Guillaumet ordonna la réparation immédiate de toute fuite dans la conduite d'eau bénite, sans attendre les remplacements prévus. Le rythme des pertes ralentit, mais ne cessa pas. La Légion changea de tactique. Cela devint évident le 28e jour de travail, lorsqu'un des ouvriers, passant une visite médicale à la sortie, donna correctement son nom, la date et l'année, mais fut incapable de répondre à la question du médecin concernant son domicile. Non pas qu'il l'eût oublié, il le lui donna avec assurance et sans hésitation. L'adresse était inexistante. Aucune rue de ce nom n'existait à Paris. L'employé fut suspendu. Le lendemain, lors d'un examen, 3 personnes donnèrent des adresses fictives. Le médecin ajouta une question au rapport d'examen. Les noms des membres de la famille. Sur les 14 employés de ce service, 2 ne se souvenaient pas du nom de leur épouse. L'un d'eux ne reconnut pas son propre fils, venu l'accueillir à l'entrée. Guillaume nota cela, et y réfléchit longuement. Puis il ajouta une phrase. « Ce ne sont pas les corps qui comptent, ce qu'il y a à l'intérieur. » Le 32e jour de travail, le premier secteur complet du circuit fut achevé. Les prêtres accomplirent un rite de consécration pour l'ensemble du site. Guillaume se tenait à proximité et observait la lumière des bougies se refléter sur les orbites des crânes disposés en pentagramme. Rien ne se produisit. Aucun effet visible, aucune lueur, aucun son. Seul le silence et l'odeur d'encens, cette fois-ci bien réelle, régnaient. Il nota dans son journal « Premier secteur fermé ». Puis il leva les yeux vers le tunnel qui s'enfonçait plus profondément et compta les secteurs restants d'après le schéma. Il en restait 14. Le cortège a débuté à minuit, le 1er mai 1787. Guillaume a choisi cette date pour une raison précise. Un prêtre de l'ordre lui a fait remarquer que, dans le calendrier liturgique, la nuit du 1er mai est l'un des points de concentration maximale du pouvoir sanctifiant utilisé dans les rites de scellement depuis les premiers temps du christianisme. Guillaumet n'était pas porté sur le mysticisme, mais plutôt sur le pragmatisme, et il exploitait le moindre avantage, même celui dont il ne pouvait vérifier la nature par des instruments. La colonne se forma rue Saint-Jacques, à 1h du matin. 6 prêtres, revêtus de leurs habits les plus précieux, portant encensoirs et bannières, marchaient devant, lisant l'antienne à tour de rôle, de sorte que la prière résonnait sans cesse. Derrière eux, suivaient 24 ouvriers avec des brouettes et des brancards, chargés d'ossements provenant du cimetière des Innocents. Le premier lot d'ossements a transféré, trié et béni 3 jours auparavant. Derrière les ouvriers, 8 gardes, armés et silencieux, Guillaumet longeait la colonne, ni en tête ni en queue, se déplaçant et surveillant chaque section. La rue était déserte. Il s'était assuré que le pâté de maison était bouclé sous prétexte de travaux de voirie. L'air était immobile et froid cette nuit-là. Un froid inhabituel. Guillaumet nota la température. Environ 3 degrés au-dessus de zéro, ce qui était inhabituel pour un 1er mai. La fumée des encensoirs montait verticalement et ne se dissipait pas, restant suspendue au-dessus de la colonne en longs filaments bleutés. Plusieurs ouvriers au milieu de la colonne ralentirent presque simultanément, et Guillaumet, se dirigeant aussitôt vers eux, en comprit la raison. Un bruit provenait d'une grille d'égout au bord du trottoir. Un bruit faible, presque imperceptible, venant d'en bas. Un murmure. Cela n'arrêta pas la colonne. Il fit signe au prêtre le plus proche, qui s'approcha de la grille et y versa de l'eau bénite d'une fiole. Les chuchotements cessèrent au bout de quelques secondes, comme si l'eau avait giclé sur du métal brûlant et que le son s'était évaporé avec la vapeur. Les ouvriers qui avaient entendu cela échangèrent des regards. Personne ne dit un mot. La colonne poursuivit sa route. La première descente de la nuit se déroula sans incident. L'équipe transporta les ossements jusqu'à la zone de travail,
des géomètres supervisèrent leur mise en place et des prêtres accomplirent le rite sans interruption. À l'aube, le quart de la deuxième section du chantier était achevé. Guillaumet monta à l'église avec la première équipe et se rendit aussitôt auprès de l'archevêque pour lui remettre un rapport intérimaire. L'archevêque le reçut non pas dans son bureau officiel, mais dans sa chapelle privée, ce que Guillaumet interpréta comme un signe du sérieux avec lequel il abordait la question. Le rapport dura environ 1 heure. L'archevêque écoutait debout, ce que Guillaumet remarqua également. En quittant la chapelle, l'archevêque lui confia quelque chose qui ne figurait pas dans les documents officiels. Guillaumet le consigna dans son journal ce soir-là, le qualifiant de message personnel, non destiné à être consigné. L'archevêque a raconté que 2 membres du clergé servant dans la clandestinité l'avaient sollicité pour être dispensé de cette fonction. Non par lâcheté, a-t-il précisé. Tous 2 ont expliqué leur demande de la même manière. Sous terre, ils ne pouvaient plus entendre leurs propres prières. Pas au sens physique du terme, il y avait bien des sons, des mots étaient prononcés. Mais la prière avait cessé d'être une prière. Elle était devenue un son vide de sens. L'un d'eux a dit que c'était comme si les mots continuaient de couler de leurs lèvres, mais que quelque chose les interceptait avant qu'ils n'atteignent Dieu. L'archevêque refusa leur libération et leur imposa des heures supplémentaires de confession. Guillaumet consigna cette information sans rien ajouter. La 3e semaine du transfert à grande échelle apporta les premiers signes de réaction de la Légion face à l'achèvement des différents secteurs du plan. Cette réaction ne prit pas la forme d'une attaque. C'était un changement. Les ouvriers des galeries Est ont commencé à signaler que les repères habituels des tunnels avaient changé. Les virages qu'ils avaient empruntés des dizaines de fois ne se trouvaient plus là où ils les attendaient. L'un des géomètres expérimentés, qui avait passé plus de temps sous terre que quiconque, sortit après son service et informa Guillaumet que les tunnels bougeaient. Ils ne s'effondraient pas et ne se déformaient pas sous la pression de la terre. Ils bougeaient par sections entières, comme si quelqu'un réaménageait les galeries. Guillaumet descendit en personne et passa 6 heures sous terre, muni d'un compas et de plans. À son retour, il nota dans son journal « Les sections achevées du schéma sont immobiles. Les sections inachevées des tunnels qui les séparent ont changé de configuration. La Légion est en train de redessiner le labyrinthe. » Cela signifiait que les équipes travaillant dans les secteurs inachevés pouvaient se perdre. Non pas qu'elles aient perdu leurs repères, ce problème était résolu par des cordes de balisage, mais qu'elles se retrouvaient dans une section de tunnel qui ne figurait pas sur le plan, qui apparaissait là où elle n'était pas censée être, et qui menait ailleurs que vers la sortie. Guillaumet instaura la règle du travail en binôme et de la liaison par corde à la surface pour chaque ouvrier, sans exception. La corde, longue de 100 toises, était fixée à une ceinture. Si un ouvrier cessait de répondre à un signal de traction, on tirait immédiatement sur la corde. Le 41e jour de travail, la corde a été tirée à 3 reprises. À 2 reprises, l'ouvrier a réagi, expliquant le retard par un arrêt pour inspecter l'installation. À la 3e reprise, la corde a cédé sans résistance. Au bout du compte, il ne restait plus qu'un nœud défait, que l'ouvrier avait lui-même noué 1 heure plus tôt, en personne, sous les yeux du chef d'équipe. Le nœud avait été soigneusement défait, ni déchiré, ni coupé. Défait. Le 43e jour de travail, les ombres commencèrent à s'allonger. Guillaumet le remarqua le premier, habitué à déceler les anomalies avant même qu'on puisse les expliquer. L'ombre d'un ouvrier, torche à la main, longeant le mur d'un secteur achevé, se déplaçait avec 2 ou 3 secondes de décalage par rapport à l'ouvrier lui-même. Il ne s'agissait ni d'un changement d'angle de la lumière, ni d'un jeu de flammes. L'ombre fit un pas après que le pied de l'ouvrier eut déjà touché le sol. Elle tourna la tête juste au moment où l'ouvrier regardait droit devant lui. Guillaume resta là à observer pendant environ 1 minute avant que l'ouvrier ne remarque son regard et ne s'arrête. À cet instant, l'ombre s'arrêta elle aussi, mais un demi-pas plus loin. Il n'en a pas immédiatement informé les ouvriers. Au lieu de cela,
Il a mené ses propres observations pendant les 2 quarts de travail suivants, parcourant les galeries et suivant l'ombre de chaque personne. Les résultats ont été les suivants. Dans les sections achevées du circuit, les ombres se comportaient normalement. Dans les secteurs non terminés, tous les ouvriers ont subi un retard, plus ou moins important. Ceux qui ont passé le plus d'heures sous terre ont connu les retards les plus importants. Selon Guillaumet, un géomètre a accusé un retard d'environ 5 secondes. À un moment donné, l'ombre de l'homme fit un mouvement que le géomètre n'avait pas fait lui-même. Elle leva la main et désigna un passage latéral, tandis que le géomètre restait immobile, les bras croisés. Guillaumet congédia le géomètre de ses travaux souterrains le jour même. Un médecin de l'ordre l'a examiné et n'a constaté aucune anomalie physique. L'inspecteur se sentait bien, a répondu correctement à toutes les questions du protocole et a fourni l'adresse et les noms exacts. Le médecin l'ajouta néanmoins à la liste restreinte avec une note dont Guillaumet recopia le texte dans son journal. Sujet physiquement intact, étendue de l'empreinte infernale inconnue. Interdiction de travaux souterrains. C'était la première fois que Guillaume entendait parler d'empreinte infernale. Lors de sa rencontre suivante avec l'ordre, il exigea des explications. L'archiviste s'exprima sans ambages. Une exposition prolongée à la présence active de la Légion laisse une marque, que l'ordre nomme imprégnation, comparable à une marque au fer rouge. Il ne s'agit pas d'une possession au sens ecclésiastique classique, ni d'une appropriation de la personnalité. C'est un marquage. La Légion marque les personnes qui ont passé suffisamment de temps dans sa zone, comme un chasseur marque son territoire. La personne marquée ne change pas, mais devient un canal. Par son intermédiaire, la Légion peut influencer la zone environnante sans interagir directement. L'ombre était une manifestation extérieure de ce processus. Non pas la seule possible, mais la plus précoce, et donc la plus utile au diagnostic. Guillaumet demanda si l'empreinte pouvait être effacée. L'archiviste a répondu que c'était possible, mais seulement à un stade précoce et uniquement par le biais d'un rite d'exorcisme complet de l'Église, qui dure plusieurs jours et requiert la participation volontaire du sujet. Le problème était que les sujets présentant une empreinte avancée ne se considèrent généralement pas comme marqués et ne comprennent pas ce qui leur arrive. Le géomètre, grâce à son délai d'apparition de 5 secondes, a été identifié à temps. L'archiviste n'a pas précisé ce qui se serait passé s'il n'avait pas été identifié. Il a simplement ajouté que les documents de l'ordre mentionnaient un cas où une personne, ayant subi une imprégnation avancée, était restée sur le lieu de travail jusqu'à la fin de la phase critique. L'archiviste a précisé que ce document, décrivant les conséquences, était le seul de leurs archives, conservé sous pli scellé. Les travaux se sont poursuivis. Guillaumet a instauré des rondes quotidiennes pour tout le personnel du sous-sol, qu'il effectuait personnellement à la sortie de chaque équipe. Cela prenait environ 20 minutes par quart et ressemblait à l'étrange habitude de l'inspecteur d'examiner les ouvriers qui sortaient des cachots sous différents angles, une lampe torche à la main. Personne ne demandait d'explication. Ceux qui travaillaient sous terre depuis assez longtemps cessaient de s'interroger sur ces bizarreries. Le 51e jour, la Légion passa à l'influence directe sur les ouvriers par le son. Les voix commencèrent sans prévenir, au beau milieu du quart de nuit, dans le secteur inachevé entre la 3e et la 4e section du circuit. Il ne s'agissait pas des chuchotements venant des murs, que les ouvriers avaient déjà appris à ignorer comme bruit de fond. Des voix, des noms. Chaque ouvrier entendait son nom prononcé par une voix familière. L'un entendait sa mère, décédée 2 ans plus tôt. Un autre, son frère, qui vivait à Lyon. Un troisième, son propre enfant. Les voix appelaient. Elles n'ordonnaient pas, elles ne menaçaient pas. Les voix étaient appelées sur une intonation que plusieurs ouvriers ont décrite de la même manière. Le genre d'appel lancé lorsqu'on recherche une personne perdue. 4 ouvriers se sont dirigés vers les voix. Pas tous en même temps, l'un après l'autre, à plusieurs minutes d'intervalle, comme s'ils attendaient un moment où personne ne les regardait. 3 ont été arrêtés par des cordes.
Le quatrième homme s'était suffisamment éloigné avant que le chef d'équipe ne remarque le mou de sa corde et ne tire. Au bout de la corde se trouvait un ouvrier, vivant, indemne, debout dans un couloir latéral, les yeux fermés et complètement immobile. Lorsqu'ils le conduisirent dans le tunnel principal, il ouvrit les yeux et demanda pourquoi on l'avait arrêté. Il avait entendu son fils et marchait vers lui. Son fils avait 9 ans. Le garçon se trouvait en surface, dans le quartier Saint-Martin, où vivait une famille d'ouvriers. Guillaumet reçut un compte-rendu de l'incident et le consigna intégralement par écrit. À la fin de son entrée, il ajouta « La Légion a appris à imiter les vivants. Cela signifie qu'elle en sait déjà assez sur eux. Comment elle le sait ? Il n'y a qu'une seule réponse, de ceux qu'elle a assimilés. » Le 58e jour, un des ouvriers ne se présenta pas à son poste à l'heure prévue. La corde était en place, tendue et fixée à l'anneau de la ceinture comme il se doit. Lorsqu'on tira dessus, elle céda immédiatement et sans résistance. Une ceinture pendait à son extrémité. La boucle était ouverte. Avec précaution, comme on attache sa ceinture avant d'aller se coucher, Guillaume descendit cette même nuit. Il emmena avec lui le guérisseur de l'ordre, un des prêtres permanents et 2 gardes, ceux qui n'avaient pas participé à la première descente et qui par conséquent n'avaient pas accumulé d'empreintes. Il a également apporté sa croix pectorale, qu'il portait depuis 1763, date à laquelle sa mère la lui avait léguée avant son décès. Jusqu'à sa première descente en décembre dernier, il ne l'avait considérée que comme un souvenir personnel. Après que la croix eut brûlé Légion lors de leur première rencontre directe, Guillaumet la portait par-dessus ses vêtements, et non sous sa chemise. Ils retrouvèrent l'emplacement de l'ouvrier disparu en suivant une marque sur la corde. Le passage latéral à cet endroit était nouveau. Il n'existait pas sur les plans, et selon le dernier relevé effectué 3 jours auparavant, il n'était pas non plus là. Le passage mesurait environ 1,20 m de large et était incliné latéralement selon un angle que Guillaume estimait à environ 30 degrés par rapport à l'horizontale, vers le bas. Une odeur qu'il reconnaissait déjà s'en dégageait, chaleur et sang brûlé. Le médecin s'arrêta à l'entrée et sortit un petit appareil que Guillaume n'avait jamais vu entre ses mains. Un cylindre de cuivre avec un pendule suspendu par un fil. Le médecin tenait le cylindre horizontalement, de sorte que le pendule soit vertical. Il s'inclina vers le passage à un angle d'environ 45 degrés et ne reprit sa verticalité que lorsque le guérisseur retira le cylindre. Le prêtre récita le rite à l'entrée du passage et versa de l'eau bénite sur le seuil en un trait continu. Un son s'éleva du passage, ni un grattement, ni un murmure, ni des pas. Un sifflement bref et sec, comme de l'eau qui éclabousse une pierre brûlante. Puis le silence. Ils entrèrent. Le passage descendait sur une quinzaine de mètres, puis s'élargissait en une cavité qui ne figurait sur aucune carte des galeries souterraines. La cavité était de forme plus ou moins sphérique, d'un diamètre d'environ 30 mètres. Ses parois étaient entièrement recouvertes d'ossements, du sol jusqu'à l'endroit où le plafond plongeait dans l'obscurité, plus haut que ne pouvait atteindre la lumière de la torche. Mais ce n'étaient pas les ossements que Guillaume avait vus dans les premiers tunnels, désordonnés, enchâssés pêle-mêle. Ceux-ci étaient agencés, selon un motif. Dans ce même circuit inverse qu'il avait observé dans les secteurs inachevés, il retrouvait des pentagrammes à orientation inversée, des crânes tournés dans le mauvais sens, des os longs inclinés de façon étrange. La cavité entière constituait un secteur complet du circuit inverse. Guillaumet marqua une pause et lut le plan du mur à la lampe torche pendant environ 3 minutes. Le guérisseur se tenait à proximité, silencieux. Puis il dit à voix basse, hors micro, mais Guillaumet s'en souvint et le nota. Pendant que nous construisions à l'extérieur, cela se construisait à l'intérieur. Ce n'est pas une réponse à notre travail. C'est un travail qui se poursuit en parallèle, depuis le tout début. Au centre de la cavité se trouvait une structure. Guillaumet ne trouva pas d'autre mot pour la désigner dans son journal, alors il utilisa simplement « structure ».
Elle se dressait sur le sol et atteignait une hauteur d'environ 3 mètres. Il était composé d'os, comme tout le reste ici, mais sa construction était différente. Non pas une disposition géométrique, mais quelque chose qui évoquait davantage le bois ou le corail, une structure ramifiée, rayonnant d'un tronc central vers les côtés et vers le haut. À chaque branche, à chaque point nodal, reposait un crâne. Les crânes étaient de taille et d'âge différents. Certains étaient manifestement très anciens, jaunes et denses, d'autres blancs et récents. Tous étaient orientés de telle sorte que leurs orbites soient tournées vers le centre du tronc. Une lumière émanait du centre du tronc, noire, la même que celle que des témoins oculaires ont vue la nuit de l'effondrement du mur du cimetière des Innocents. À la lumière du jour, cela semblerait contradictoire. Dans la cavité souterraine, à la lueur de 2 torches, c'était un fait incontestable. Une radiation émanait du centre de la structure, obscurcissant l'espace environnant, non pas pour l'éclairer, mais pour l'épaissir. Un des gardes leva son mousquet. Guillaume baissa la main. Il se souvenait de ce qui s'était passé avec les balles la première fois. Le prêtre commença à lire. Il récita le même rituel que celui utilisé pour consacrer les secteurs achevés du circuit. La lumière noire au centre de la structure changea. Elle se mit à pulser plus vite, comme un cœur qui s'emballe sous l'effort. Les os des branches de la structure se mirent à bouger, changeant de position comme des doigts cherchant un appui. La température dans la chambre chuta brutalement, en quelques secondes, au point que la respiration des 5 devint visible simultanément. Guillaumet sortit sa croix pectorale et s'avança vers la structure. La réaction fut immédiate. Quelque chose qu'il décrivit comme une langue jaillit du centre du tronc. Ni flamme, ni liquide, mais une substance sombre de la même nature que celle qui reliait les os du golem, s'étendant vers lui et s'arrêtant à 5 centimètres de la croix allongée. Elle maintint cette distance. Elle ne recula pas, mais n'avança pas non plus. Guillaumet resta immobile et la contempla. Elle n'avait pas de forme au sens conventionnel du terme. Ses contours se mouvaient sans cesse, comme ceux de la fumée, mais plus lentement et avec une plus grande densité. Un mouvement l'animait, non pas chaotique, mais dirigé, comme si quelque chose en elle cherchait à s'échapper par la surface. Il fit un pas de plus. La substance recula d'1 pouce. Il fit un 3e pas. Elle recula de nouveau. Derrière lui, le guérisseur comptait silencieusement les pas. Le prêtre n'interrompit pas le rituel une seule seconde. Guillaume atteignit la base du tronc et pressa la croix contre l'os central. Il décrivit le son qui suivit, comme un son qui ne devrait pas exister dans le monde physique, très faible, en dessous du seuil d'audition, perçu non par les oreilles, mais simultanément par la poitrine et les dents. La lumière noire au centre s'estompa. La structure ne s'effondra pas. Elle se figea, telle une horloge dont le remontage s'arrête. Guillaumet recula. Le médecin s'approcha aussitôt et examina la main qui tenait la croix. Une brûlure, en forme de rayure transversale, était visible sur sa paume, là où le métal avait chauffé au contact de la substance. Pas profonde, mais lisse et nette, comme la marque d'une barre de fer rougie au feu. Le guérisseur soigna la brûlure sans rien dire. Sur le chemin du retour, Guillaume s'arrêta à l'entrée d'un passage latéral et fit demi-tour. Dans la cavité derrière eux, une faible lueur noire commençait à briller à nouveau au centre de la structure figée. Lentement, comme des braises qui ne s'éteignent pas complètement, mais qui ont seulement perdu de leur éclat. Guillaumet passa le reste de la nuit à étudier attentivement les schémas. Non pas les plans de travail des géomètres, mais les feuilles originales qu'il avait reçues de l'ordre. Ces 7 pages de papier épais où figurait la géométrie des pentagrammes et les indications pour l'orientation des os. Il les étala sur une table dans le poste de commandement souterrain, qui avait été installé entre-temps dans l'un des secteurs achevés, le seul endroit souterrain où il se sentait suffisamment en sécurité pour travailler sur les documents. À la lueur de 4 bougies,
Il compara le schéma de l'ordre avec des croquis du contre-schéma qu'il avait réalisé de mémoire juste après son départ, alors que les détails étaient encore frais dans sa mémoire. Il lui fallut environ 2 heures pour parvenir à la conclusion suivante. Le contre-schéma dans la cavité n'était pas une simple image miroir du schéma de l'ordre. Il s'agissait de sa continuation. Si l'on superposait les deux dessins, en tenant compte de l'échelle et de l'emplacement réel dans l'espace souterrain, ils formaient une seule figure, dont les parties se complétaient. Le diagramme de l'ordre constituait la moitié supérieure. Le contre-diagramme de la Légion constituait la moitié inférieure. Ensemble, ils ne formaient pas une barrière et son reflet, mais un symbole unique et clos, englobant simultanément l'espace de la faille de toutes parts. Guillaumet contempla longuement cette connexion. Puis il écrivit dans son journal : « L'ordre construit le couvercle. La Légion construit le fond. Si les deux moitiés sont achevées simultanément, elles ne formeront pas un bouclier, mais un réceptacle. Quelque chose sera emprisonné à l'intérieur. La question qui me préoccupe désormais est : lequel d'entre eux le comprend ? Ce matin-là, il envoya un message urgent à l'archiviste par la voie habituelle. Une lettre codée signalant la réunion comme prioritaire. Une réponse arriva le jour même. La réunion eut lieu le soir même, de nouveau dans la maison à la porte noire, derrière l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Cette fois, ils étaient tous les trois présents. L'archiviste, le médecin et le prêtre, ainsi qu'un quatrième homme que Guillaume n'avait jamais vu auparavant. Ce dernier ne fut présenté ni par son nom, ni par sa fonction. Assis contre le mur, dans un coin de la pièce, il ne prononça pas un mot de toute la réunion. Dans son journal, Guillaumet le désignait simplement comme le quatrième, et notait un détail. Il n'avait pas d'ombre. À la lumière des 2 candélabres placés de part et d'autre de lui, les ombres de tous les autres présents se projetaient sur les murs et le sol. Le quatrième, lui, ne projetait aucune ombre. Guillaumet exposa ses conclusions concernant les connexions du circuit. L'archiviste écouta sans manifester la moindre surprise. Ce silence valait réponse. Lorsque Guillaumet eut terminé, l'archiviste confirma sa conclusion. Oui, les 2 diagrammes formaient bien une seule et même figure. Oui, l'ordre le savait depuis l'origine. Il savait aussi que la Légion construirait sa moitié en parallèle, faute de mieux. La nature de la faille est telle qu'elle ne peut être scellée par une simple barrière. Le scellement exige une fermeture simultanée des 2 côtés. C'est pourquoi le contre-circuit ne représente pas une menace. C'est un élément indispensable du mécanisme. Guillaume resta assis à méditer sur cette explication pendant environ 1 minute. Puis il posa ce qui lui semblait une évidence. Si le contre-circuit était nécessaire, pourquoi l'ordre ne le lui avait-il pas dit dès le départ ? L'archiviste répondit que quiconque conscient de la nécessité d'un contre-plan serait tenté de le laisser se construire. Celui qui l'ignore entrave instinctivement toute activité de la Légion, la ralentissant ainsi au point que les 2 moitiés soient achevées à peu près simultanément. Si l'une des moitiés prend le dessus sur l'autre, le mécanisme se bloque. Guillaume comprit que son ignorance avait été déterminante. Il consigna cela dans son journal sans commentaire. Le prêtre prit la parole pour la première fois durant la réunion. Il a dit qu'il y avait une chose que Guillaumet devait absolument savoir maintenant que les 2 projets étaient presque terminés. La clé de voûte. Dans chaque projet de ce type, il existe un élément sans lequel la géométrie reste incomplète. Un seul os à un endroit précis qui, une fois en place, complète le dessin. Dans le schéma de l'ordre, ce point est marqué sur les dessins par un symbole que Guillaumet, après avoir examiné les feuilles des centaines de fois, pris pour un élément décoratif. Une petite croix dans un cercle, apposée sur un crâne précis dans un secteur précis. Ce n'était pas un élément décoratif. C'était la marque du crâne clé de voûte. Celui qui devait se coucher en dernier et achever la partie supérieure du sceau. Guillaume demanda qui devait le coucher. Le prêtre répondit qu'il fallait que ce soit une personne ayant personnellement participé à l'ensemble du processus du début à la fin,
une personne ayant vu la Légion sans en être consumée, et une personne ayant eu un contact physique direct avec la substance infernale. De tous ceux qui avaient travaillé dans les cachots depuis décembre de l'année précédente, un seul remplissait ces conditions. Guillaumet referma son carnet. Il n'écrivit plus rien pendant le reste de la réunion. Les entrées reprennent sur la page suivante du journal, le lendemain, avec la date et l'heure, et commencent sans préambule. Il reste 3 secteurs et une clé de voûte. Les travaux continuent. La 4e silhouette, dans le coin de la pièce, ne prononça pas un mot et ne projeta aucune ombre. Lorsque la réunion prit fin et que Guillaumet se leva pour partir, il jeta un coup d'œil dans un coin. Personne n'était là. Il ne l'avait pas entendu partir. La porte de la pièce ne s'ouvrit pas. Les 3 secteurs restants prirent 21 jours. Guillaumet les dirigea personnellement, descendant à chaque relève et remontant en dernier. Il cessa de compter les heures sous terre et de se soumettre à son propre examen médical à sa sortie, ce que le médecin de l'ordre remarqua le 6e jour et lui demanda de corriger. Guillaume obtempéra sans protester. Son ombre se comporta normalement durant l'examen. Il donna l'adresse exacte, les noms exacts, l'année exacte. Le médecin l'examina avec le même soin que les ouvriers, prenant note de chaque observation dans le registre. Guillaumet ne demanda pas ce qui y était inscrit. Le 12e secteur fut achevé sans incident. Le 13e fut plus difficile. Au début des travaux sur le secteur 13, la Légion a modifié sa présence dans la zone de chantier. Les formes d'influence précédentes, voies identifiées, déviations dans les tunnels et ombres filantes, ont complètement cessé. À leur place, apparut quelque chose que Guillaumet ne put d'abord identifier, et qu'il consigna donc simplement comme une observation. Les ouvriers du 13e secteur commencèrent à voir d'autres ouvriers. Non pas des étrangers, non pas des personnes extérieures à la galerie. Leurs collègues, qui se trouvaient à ce même moment dans une autre partie de la galerie, ou à la surface. Le spectacle était convaincant. Ils bougeaient, travaillaient, répondaient aux appels et exécutaient les ordres du chef d'équipe. Il n'y avait qu'un seul moyen de les distinguer des personnes réelles, que Guillaumet découvrit expérimentalement le 3e jour de ce phénomène. Les doubles ne projetaient pas d'ombre. Il mit alors en place une nouvelle procédure. En entrant dans la zone de travail, chaque employé devait lever la main droite et s'assurer que son ombre projetée sur le mur reflétait son mouvement. Toute personne présente dans la galerie et ne projetant pas d'ombre devait être immédiatement ignorée par l'ensemble du personnel. Sans qu'on lui adresse la parole, sans qu'elle réponde à ses appels et sans aucun contact physique. Guillaumet transmit personnellement cette instruction à chaque ouvrier, la répétant 3 fois. La plupart l'acceptèrent avec le sérieux soumis avec lequel on accepte des règles qu'on ne comprend pas, mais qui viennent de quelqu'un qui, de toute évidence, en sait plus qu'eux. Le sosie de Guillaumet est apparu le 8e jour de travail au secteur 13. Il l'a appris du chef d'équipe, qui lui a dit en partant que 2 hommes lui ressemblant avaient été dans la zone de travail au milieu de la nuit. L'un donnait des ordres et vérifiait le rangement, un dessin à la main. L'autre se tenait à l'écart et observait. Le chef d'équipe a suivi les instructions. Les 2 hommes ont été ignorés jusqu'à ce que le véritable Guillaume entre dans la zone par l'entrée principale. Puis, les 2 sosies ont disparu simultanément, sans se retirer ni se dissoudre, cessant simplement d'exister à l'endroit où ils se trouvaient. Le chef d'équipe ajouta un détail, que Guillaumet nota séparément. Le double tenu à l'écart n'avait pas d'ombre. Celui qui donnait des ordres et vérifiait le dessin en avait une. Guillaumet relut cette note plusieurs fois. Puis il leva les yeux vers le guérisseur de l'ordre, qui avait assisté à la conversation. Le guérisseur exprima ce que tous 2 comprenaient déjà sans un mot. La Légion l'avait suffisamment étudié pour reproduire non seulement son apparence, mais aussi son ombre. Cela indiquait le degré d'imprégnation qui, selon la classification de l'ordre, était désigné comme le 3e et avant-dernier stade. Le médecin a déclaré que, dans d'autres circonstances, il aurait immédiatement renvoyé Guillaumet. Dans les circonstances présentes,
Le renvoi était impossible. Il fallait absolument qu'il se débarrasse de la clé de voûte, et rien ne pouvait remplacer cette condition. Le médecin pratiqua sur Guillaumet un exorcisme partiel prolongé, destiné à ralentir la progression de l'imprégnation. Le rituel dura 3 heures et nécessita la participation simultanée de 2 prêtres. Après cela, Guillaume se sentit comme quelqu'un qui vient de souffrir d'une forte fièvre. Et l'esprit clair, mais faible, avec la sensation d'être soulagé d'un poids qu'il n'avait pas réalisé porter. Le médecin examina son ombre à la lueur d'une bougie. Il n'y eut pas de délai. Il consigna les résultats et déclara simplement « Suffisant pour terminer le travail ». Le secteur 13 fut fermé le 19e jour. Le secteur 14 fut bouclé rapidement. C'était le plus petit, et il se situait dans une partie déjà aménagée des galeries, où la Légion n'avait pratiquement pas fait d'apparition. Les ouvriers déposèrent les ossements en silence. Les prêtres récitèrent le rite, et les géomètres vérifièrent les angles. Guillaumet, à l'écart, observa les derniers ossements du 14e secteur prendre place sur le schéma. Une fois le dernier ossement déposé et béni, il inspecta la section achevée à la lueur d'une torche. La géométrie était précise. Les crânes étaient orientés dans la bonne direction. Les os longs étaient disposés selon les angles requis. Il ne manquait plus que la clé de voûte. Il reposait dans un sac en toile séparé, que Guillaumet avait gardé sur lui depuis le jour où l'archiviste le lui avait remis en personne, sans intermédiaire, avec une seule instruction: ne pas le poser à terre. Guillaumet ne l'avait pas sorti du sac depuis. Il en sentit le poids en marchant, uniforme et constant, comme celui d'un crâne de taille moyenne. Au toucher, il ne présentait aucune sensation particulière, aucune chaleur, contrairement aux autres os, aucune vibration. Juste un os dans un sac en toile. La nuit précédant la pose de la clé de voûte, Guillaumet ne ferma pas l'œil. Il était assis dans le poste de commandement souterrain du premier secteur achevé et écrivait, non pas dans un journal intime, mais sur des feuilles de papier séparées que l'on découvrit plus tard pillées sous les plans originaux de l'ordre, dans une cachette sous le Louvre. Il rédigea une description technique détaillée de l'ensemble du système, chaque secteur, chaque nœud, chaque exigence d'orientation des os, chaque signe de rupture de l'intégrité du circuit, chaque symptôme d'une possible reprise d'activité de la Légion. Il l'écrivit comme un manuel, à l'intention de ceux qui viendraient après lui. Sur la dernière feuille, il écrivit une simple phrase sans détail technique. Si ne serait-ce qu'un motif osseux sur les murs est brisé, si ne serait-ce qu'un crâne est mal aligné à un point nodal, ou si la chaîne géométrique dans un secteur quelconque est brisée, le sceau s'affaiblira à cet endroit et la Légion le découvrira avant que quiconque ne s'en aperçoive. Il plia les draps, les scella et les transporta lui-même jusqu'à la cachette sous le Louvre, cette même nuit, avant l'aube, avant de descendre poser la clé de voûte. Guillaumet descendit à 5 heures du matin le 28 octobre 1787. L'archevêque de Paris, 2 prêtres réguliers, un médecin de l'ordre et 4 gardes l'accompagnaient. Personne d'autre. Les ouvriers avaient été amenés la veille au soir et n'étaient pas autorisés à s'approcher des trappes d'accès jusqu'à nouvel ordre. Les rues surplombant les galeries étaient bouclées sous prétexte d'inspection des trottoirs. Paris dormait. Ils traversèrent les 14 secteurs en silence. L'archevêque marchait aux côtés de Guillaumet, ni devant ni derrière, mais côte à côte, ce que Guillaumet interpréta comme un geste dont il comprit parfaitement la signification. Il s'agissait de solidarité, et non de hiérarchie. Après avoir dépassé chaque secteur achevé, l'archevêque marquait une pause de quelques secondes, et contemplait les ossements empilés. Il ne se signait jamais. Il se contentait de regarder, avec l'expression d'un homme reconnaissant enfin quelque chose qu'il n'avait longtemps connu que théoriquement. Le point de placement de la clé de voûte se situait dans le 15e secteur, le seul auquel il manquait une pièce, la seule interruption dans la chaîne de 14 sections achevées. Cet endroit était marqué sur le dessin par le symbole même que Guillaumet avait longtemps considéré comme décoratif. Une croix dans un cercle, placée au point nodal du pentagramme central du secteur.
Une cavité précise, de dimensions et de formes requises, avait été creusée dans la maçonnerie du mur à cet endroit précis, préparée au préalable par des géomètres sur ses instructions. Cette cavité se situait à environ 1,20 m du sol, au centre de la partie achevée du mur, et était entourée de toutes parts d'ossements disposés et consacrés. Guillaumet retira la pierre angulaire du sac en toile. À la lueur de la torche, le crâne ressemblait à n'importe lequel des 2 millions de crânes transportés sous terre ces derniers mois. Un os jaunâtre, noirci par le temps, sans trace de mort violente ni autre caractéristique visible. Il la tenait à 2 mains et la fixa du regard pendant une dizaine de secondes. Puis il la porta à l'emplacement prévu. Légion la sentit, avant même que la clé de voûte ne touche le mur. Le grincement provenait de partout à la fois. Des murs, du plafond, du sol, de toute la masse d'ossements empilés dans les 14 secteurs achevés. Il n'était ni destructeur, ni agressif. Comme le bruit d'une corde qu'on tend à bloc, juste avant qu'elle ne casse, quand la tension atteint son paroxysme, et que tous ceux qui entendent ce son savent ce qui va suivre. La température chuta brutalement et instantanément. Le souffle de chacun devint aussitôt visible, et l'archevêque, par réflexe, releva ses vêtements liturgiques. Une lumière noire s'infiltra à travers les fissures de la maçonnerie de plusieurs secteurs à la fois, en fins filaments, comme l'eau qui s'infiltre dans la pierre. L'archevêque commença à lire le rite de scellement. Non pas celui utilisé pour consacrer les différents secteurs, mais un autre, que Guillaume entendait pour la première fois et que l'archevêque récitait de mémoire, sans livre, sans interruption, de la voix égale de celui qui connaissait le texte par cœur depuis des années. Les 2 prêtres se joignirent à eux pour la 3e phrase, formant une récitation continue en 3 parties qui emplit la galerie d'un son si puissant que Guillaumet en ressentit physiquement une pression dans les oreilles. Le golem apparut dans le passage derrière eux. Il était plus grand qu'en décembre dernier. Bien plus grand. Guillaume estima sa hauteur à une dizaine de mètres, mais comprit aussitôt que son estimation était erronée. La créature occupait tout le passage, d'un mur à l'autre et du sol au plafond, ses dimensions réelles se perdant dans l'obscurité. Elle se déplaçait lentement, comme un objet très lourd, sa masse constituant une arme à elle seule. Le grincement de ses mouvements couvrait le rituel, mais l'archevêque ne haussa pas la voix et ne ralentit pas le rythme. Il lut avec la même constance qu'au début. Les gardes s'interposèrent entre le golem et l'archevêque. Ils savaient que leurs armes étaient inutiles. Ils restèrent néanmoins immobiles. Guillaumet contempla la scène quelques secondes, puis se tourna vers le mur et souleva la clé de voûte pour la placer dans l'encoche. Le premier contact du crâne avec la pierre produisit un son indescriptible. Dans son journal, il écrivit « Comme si une force immense avait pris conscience que la porte se refermait. » Le golem accéléra. La substance noire entre ses os luisait d'une lueur plus intense. Les flammes infernales qui y brûlaient s'embrasaient avec une telle force que leurs ombres se projetaient dans une direction inhabituelle. Guillaume sentit une chaleur lui parcourir la nuque, bien que son visage fût tourné vers le mur. Il ne se retourna pas. Il enfonça la clé de voûte dans l'encoche, et l'os bougea avec raideur, résistant comme si une force l'empêchait de s'en échapper de l'autre côté du mur. L'archevêque prononça la dernière phrase du rituel lorsque le golem se trouva à 5,5 mètres des gardes. De la lumière jaillit des murs. Pas de ténèbres. Blanc, uniforme, sans scintillement, sans source, émanant simultanément de chaque os de chaque secteur achevé. Elle remplit la galerie en 1 seconde, chassant complètement les ombres, et dans cette lumière blanche, la clé de voûte pénétra dans l'alcôve sans le moindre effort, comme si la résistance avait disparu dès l'instant où la lumière apparut. Le clic qui l'enclencha fut discret et tout à fait banal. Le bruit d'un os contre un autre, comme il l'avait entendu d'innombrables fois ces derniers mois. Le golem percuta la lumière blanche de toute sa masse. D'après les témoins à la surface, le bruit de l'impact fut entendu dans un rayon de 3 blocs.
Plusieurs habitants des rues avoisinantes l'ont décrit plus tard comme un bref coup de tonnerre souterrain. La chronique officielle de la ville l'a attribué à l'effondrement d'une ancienne galerie dans une cavité karstique. Sous terre, Guillaume vit ceci. Une créature composée de plusieurs milliers d'os humains, fusionnée en une seule forme d'un poids inestimable, fracassée contre une barrière de lumière blanche, telle une vague se brisant contre un mur de pierre. Des os étaient éparpillés dans toutes les directions. Les flammes infernales qui l'habitaient étaient éteintes. La substance noire s'évapora, ne laissant aucune trace si ce n'est l'odeur du sang brûlé, qui persista quelques instants avant de disparaître, ne laissant derrière elle que l'encens. De l'encens pur. Le golem n'avait laissé derrière lui que des os, de simples os, jonchant le sol de la galerie, épars et sans signification. Froid. Mort. Guillaumet s'accroupit et en ramassa un. Il ne pesait pas plus qu'un os. Ils émergèrent peu après 7 heures du matin. Paris s'éveillait. Les magasins ouvraient rue Saint-Jacques, une blanchisseuse portait un panier, 2 ouvriers poussaient une brouette chargée de pavés. L'archevêque s'arrêta à la trappe d'entrée, contempla le ciel matinal et murmura quelques mots, non pas pour Guillaumet, ni pour les autres. Guillaumet n'entendit pas ces mots et ne posa aucune question. Ce même jour, il écrivit sa dernière entrée dans son journal. Elle était brève. Sans détails techniques, sans date ni coordonnées, tout était déjà dissimulé dans une cachette sous le Louvre. 2 paragraphes seulement. Le sceau a été apposé. 14 secteurs sont scellés. La clé de voûte est en place. D'après toutes les données disponibles, la barrière fonctionne. La Légion a été repoussée au-delà de la faille. Le calme règne dans les tunnels. Silence pour l'instant. Les ossuaires seront ouverts au public. C'est inévitable. Les autorités municipales considèrent les galeries souterraines comme un site historique, et aucun argument ne dissuadera longtemps les curieux. Quiconque y pénètre et perturbe la disposition osseuse des murs modifie l'orientation du crâne en un point nodal, ou retire un os de la chaîne géométrique, brisera le sceau. Pas tout. Un seul point suffit. La Légion ne dort pas. Elle attend. Elle n'a aucune raison de se presser. Elle a l'éternité. Le journal s'arrête à cette page. La page suivante est arrachée. On ignore ce qu'elle contenait. Les catacombes de Paris sont ouvertes aux touristes. Environ 500 000 personnes les visitent chaque année. Le règlement interdit de toucher les ossements. D'après les rapports de l'administration de l'établissement, cette règle est régulièrement enfreinte.